Et donc j'ai une vie de famille très sympathique que j'adore. Et la deuxième passion, c'est le surf. Et plus spécifiquement, ou plus récemment, le surf dans les grandes vagues à Nazaré. C'est une passion très récente qui a commencé il y a 6 ans, mais dans laquelle je me suis jeté avec un énorme effort, une énorme dédication et que j'espère pouvoir continuer tant que mon corps le permettra. Finalement, la troisième passion n'est pas une passion, c'est une nécessité, c'est le travail, il faut travailler dans la vie. C'est quand même une passion parce que je fais quelque chose qui est très intéressant. Je suis entrepreneur dans le secteur des investissements. J'ai monté il y a aussi 6 ans il y a 7 ans, une société d'investissement, de gestion d'investissement en agriculture, donc essentiellement des investissements dans les terres agricoles en Amérique du Sud. Plus spécifiquement en Uruguay et au Paraguay. Et je suis aujourd'hui installé au Portugal, après toute une vie hors du Portugal. Donc je suis d'origine portugaise, mais je suis né en France, à Thonon-les-Bains. J'ai fait toute ma scolarité en français. J'ai vécu mes premières 25 années dans le bassin lémanique. Au début à Thonon-les-Bains en France, ensuite à Genève et à Lausanne. Et donc je n'ai vraiment aucune excuse, ou plutôt aucun mérite pour parler français comme ceci. Ah, tu parles bien français. Ok, donc il y a 6-7 ans, il y a eu un peu du nouveau dans ta vie parce que tu as eu en même temps une nouvelle aventure entrepreneuriale avec ton entreprise dans l'investissement des terres agricoles et il y a 6 ans aussi cette passion pour les grosses vagues. On peut déjà parler de ça, je trouve ça assez intéressant. Comment tu t'es lancé dans le surf de grosses vagues parce que c'est pas vraiment commun du tout? Par accident. J'ai emménagé au Portugal en 2017. Avant ça, j'ai passé 15 ans justement avec ma famille à Londres, donc très peu de surf. En fait, ma relation avec le surf a toujours été une relation plus platonique qu'autre chose parce que à l'exception d'une année que j'ai vécue au Brésil, à Rio, j'ai toujours vécu ma vie loin des vagues. Donc je suis né à Thonon-les-Bains, donc j'ai vécu dans la région de Thonon-les-Bains, mais ensuite Genève, Lausanne pendant les premières 25 années. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir faire un tour du monde pendant 7 mois et là j'ai pas mal surfé. Mais avant ça, je suis tombé amoureux du surf quand j'avais 10 ans, dans un voyage que j'avais fait au Brésil. Et pour moi, c'était une nouveauté parce que je ne savais même pas ce que c'était le surf, je n'avais jamais vu de vagues. Et à 10 ans, j'ai cette image très claire dans ma tête où je vois un surfeur sur une plage à Ipanema, à Rio, en train de faire ce que aujourd'hui j'arrive à interpréter comme un floater sur une vague. Et j'ai trouvé ça absolument magique. Comme j'avais 10 ans et que j'étais là-bas juste pour 10 jours, j'ai pas vraiment pu beaucoup explorer le surf. Je me souviens d'avoir convaincu ma mère à m'acheter une planche de bodyboard. Mais comme il y avait ma sœur avec moi, finalement, il fallait acheter 2 planches de bodyboard. Et comme il fallait une planche de bodyboard, c'était assez cher, ma mère a tranché le problème en achetant 2 planches de cette taille-là. Donc, c'était des planches ridicules pour gamins de 3 ans. C'est babyboard. Babyboard. Et on s'est quand même jeté à l'eau. On a commencé à faire du bodyboard sur des petites planches qui servaient à rien, en fait. Et puis, les années suivantes, c'était la même chose. J'ai encore fait un voyage à Rio où là, j'ai acheté une vraie planche de bodyboard. Et quand je venais au Portugal, j'ai la malchance de toujours passer les vacances dans le seul endroit du Portugal qui n'a pas de vagues, à Arrábida, près de Lisbonne. Donc parfois, j'avais la chance de me retrouver sur une plage où il y avait un peu plus de vagues. Très souvent, c'était plutôt des shore breaks où on se faisait complètement détruire. Et j'avais cette passion. Donc j'ai vécu jusqu'à 17 ans, j'ai vécu ma passion pour le surf un peu par procuration, à travers des magazines.
Je me souviens, par exemple, j'habitais à Genève et je me souviens d'aller en France acheter le magazine Surf Session ou Surf Session, comme vous l'appelez. Et c'était vraiment mon rapport avec le surf, c'est fait à travers les images, à travers les magazines, etc. Après, quand j'ai fait 16, 17, 18 ans, je suis devenu un peu plus indépendant. Donc, quand je venais au Portugal, j'allais chez des cousins qui avaient une maison dans le nord, près d'une plage où il y a des vagues. Après, quand j'ai passé mon permis de conduire, j'ai commencé à tourner un peu plus et à aller surfer. Quand je venais en vacances ici pour 1 ou 2 mois, j'allais faire une semaine de surf. Et c'est comme ça que j'ai commencé à surfer un peu plus sérieusement. Là où j'ai fait un grand saut, c'est que moi, ma première année de travail, après mes études à Lausanne, j'ai décidé d'aller vivre à Rio. C'était ma première décision de carrière complètement idiote. Tu avais quel âge à peu près? J'avais 21 ans, quelque chose comme ça. J'ai fini l'université et en faisant les interviews, je me suis rendu compte que je ne voulais pas aller travailler dans le conseil ou dans une banque privée à Genève. Et j'avais fait, dans ma dernière année d'université, j'avais fait 3 stages, 2 à Genève et un stage dans une banque d'investissement assez agressive, très jeune, à Rio. Okay. Et je me suis dit que je pouvais joindre l'utile à l'agréable. Et comme j'avais une relativement bonne performance dans mon stage, le dernier jour, mon boss m'avait dit « tu peux revenir quand tu veux ». Et donc, après avoir fait quelques interviews et avoir décidé que ma vie n'allait pas se faire à Genève, j'aurais passé un coup de fil, j'aurais dit « je vais à Rio ». Et en fait, ma grande motivation, plus que le travail, c'était le surf. Et cette année-là, j'ai effectivement pas mal surfé. C'est quand j'ai commencé à surfer régulièrement, 2-3 jours par semaine. Et c'est là que j'ai commencé à mieux appréhender le sport. Après, il y a eu la crise des pays émergents en 99, 98, 99. Et c'est à ce moment-là que j'ai une société où j'avais fait un stage, une société qui appartenait au groupe Rothschild. Ils m'ont invité à revenir à Genève en me disant que je rentrais quelques années, 1 ou 2 ans, et ensuite ils me renverraient au Brésil avec des conditions d'expat. Et donc je me suis dit c'est une très bonne idée. Je suis rentré à Genève et là il y a eu la grosse crise d'évaluation du réal, etc. Et donc leurs plans d'ouvrir un bureau au Brésil ont été mis à plat. Et donc, je me suis retrouvé à Genève. Donc, je me suis retrouvé finalement 4 ans à Genève sans pouvoir surfer. Ou plutôt, j'ai commencé à surfer pendant les vacances. Et je faisais déjà du snowboard, mais j'ai commencé à faire d'autres sports pour remplacer le surf. Et je raconte ça parce que ça a une relation directe après avec Nazaré. J'ai commencé à faire beaucoup de wakeboard. Donc, j'ai acheté un bateau et je faisais du wakeboard pratiquement tous les jours de mai à septembre. Je faisais parfois 2 fois par jour du wakeboard sur le lac Léman à Genève. J'ai commencé à faire du kitesurf au tout début, en 99, quand les kites étaient des machines à tuer. Il y avait juste 2 lignes, il n'y avait aucun deep power. C'était un truc de dingue. Et j'ai commencé à faire du kitesurf en apprenant pratiquement tout seul. Et voilà. Et donc, après ça, j'ai continué à faire une carrière loin de la mer. J'étais à Genève. Après, j'ai fait un MBA à INSEAD, loin de la mer, bien sûr. De toute manière, je n'aurais pas le temps de surfer. Et après ça, j'ai été à Londres. Et là, j'ai vraiment complètement mis de côté le surf. Je me suis concentré sur le travail, sur la famille. J'ai encore fait un voyage en Indonésie en 2005. Un autre en 2007 et un autre à El Salvador en 2008. Ton tour du monde, c'était avant l'INSEAD? C'était avant l'INSEAD, oui. Juste avant l'INSEAD, j'ai fait 7 mois autour du monde pour faire du surf et du kitesurf. Et ça, c'était ta deuxième, je me souviens, tu m'avais dit, la petite anecdote, c'était rigolo, ta deuxième décision un peu débile. Enfin, ouais. Quand tu regardes en arrière, tu as l'impression d'avoir fait que des décisions bêtes, mais qui au final t'ont amené exactement là où tu devais être. Ouais. Je trouvais que c'était exactement un peu la définition de mon podcast, de l'idée de cette chaîne, c'est que j'appelle les aventuriers de la vie. C'est les gens qui, sur le moment, prennent des risques en suivant un peu, c'était peut-être ton intuition que tu suivais ou je sais pas, ouais. Ou ta passion. C'était ta passion. Tu as voulu partir faire ton tour du monde. C'était un mélange. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans et demi à Genève dans le groupe Rothschild. Et honnêtement, ça allait très bien financièrement. Point de vue de carrière, je sentais un peu que comme j'étais le plus jeune et au-dessus de moi, il y avait pas mal en fait, c'était une pyramide inversée dans une petite société. Et donc, techniquement, c'était super intéressant, financièrement aussi, mais je sentais que je n'avais pas vraiment de grande perspective de carrière. Après coup, je me suis rendu compte que si, puisqu'après, ils ont énormément grandi et des types qui étaient là-bas en même temps que moi se sont retrouvés dans des très belles positions. Mais je voyais un peu mon avenir un peu bouché et je me suis dit, je vais faire un MBA. Mais avant de faire un MBA, je vais faire un tour du monde.
Et j'ai un peu retourné les choses parce qu'après, j'ai fait mon GMAT. Une fois que j'avais fait le GMAT, je me suis dit, de nouveau, je crois que j'ai une tolérance pour le risque très élevée parce que j'ai fait mon GMAT. Et après avoir mon GMAT, j'ai fait juste comment dire, une candidature, seulement à INSEAD. Je me suis dit, je veux juste à INSEAD, je ne suis pas intéressé par les autres MBA. Et avant même d'avoir un quelconque feedback d'INSEAD, j'ai démissionné. J'ai dit, je vais faire un MBA, je démissionne. Merci beaucoup, mais je vais aussi voyager pendant 7 mois avant mon MBA. Mais sans avoir aucun plan B. Finalement, je suis parti faire ce tour du monde qui a commencé en Indonésie où j'ai passé 1 mois et demi. Et quand j'étais en Indonésie, j'ai été contacté par INSEAD, par le bureau des candidatures, et il m'envoie un message en me disant « Bravo, vous avez passé la première phase, maintenant vous devez faire des interviews avec un ancien INSEAD, avec deux interviews avec des anciens INSEAD. » Et moi je leur réponds « Ok, parfait, mais je suis en Indonésie, comment est-ce que vous voulez faire ?» Et du haut de mon arrogance de 24 ans, 25 ans, parce que c'est absurde de dire ça, mais bon, ça a marché. Ils m'ont dit, ok, on va vous arranger ça, on va organiser des interviews à Singapour. Il faudra que vous partiez vous interrompiez vos vacances et vous rejoignez ces gens qui sont très occupés à Singapour pour faire ces interviews. Et là, je leur ai répondu, il y a un problème, si je sors de l'Indonésie, je perds mon visa, je ne peux plus retourner. Est-ce que c'est possible de faire une interview en Indonésie? Et puis finalement, ils ont été très sympathiques, ils ont vraiment collaboré, ils ont organisé une interview à Jakarta. Et donc, j'ai volé depuis Bali jusqu'à Jakarta. Je me souviens, j'avais bien sûr pas de blazer. J'avais pas de costume, c'est sûr, j'avais pas de blazer, j'avais juste une chemise moitié ok, j'avais pas de ceinture. Là, j'ai dû emprunter une ceinture, j'ai été faire l'interview et finalement, c'est très bien passé. Et j'ai continué mon voyage et 2 mois après, ils m'ont informé que j'avais été accepté. Mais tu arrives à te rappeler avec du recul si à ce moment-là les décisions étaient difficiles? Par exemple, si tu avais dit non pour l'interview à Jakarta, tu penses que tu serais rentré du coup en France et tu aurais abandonné ton voyage ou... Non, j'aurais terminé mon voyage et puis après j'aurais avisé. Okay. Mais je me suis rendu compte à un moment donné, le MBA c'était presque un prétexte pour pouvoir faire ce break et faire ce voyage. À tel point que j'ai dépensé toutes mes économies pendant ce voyage. Et après, quand je devais faire mon MBA, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent. Mais heureusement, l'INSEAD à cette époque-là avait un accord avec la banque ABN AMRO et il faisait des prêts aux étudiants avec des très bonnes conditions et c'est ce qui m'a permis de financer mon MBA. Donc au bout du compte, c'est ça, c'est beaucoup de décisions quand je regarde en arrière qui me semblaient un peu erratiques, pas très logiques. Mais tu parlais d'intuition tout à l'heure et mon intuition c'était c'est ça mon chemin. J'étais très optimiste. Et finalement, les étoiles se sont alignées. Je suis parvenu à faire ce que je voulais faire. Parce que tu te disais quoi à ce moment? Tu te disais, ça te faisait plus rêver en gros de vivre de ta passion, voyager, faire du surf, etc. Plutôt, tu te disais peut-être que trouver un travail, au pire, tu pourrais toujours plus tard par un quelconque moyen. Oui, justement, comme j'avais pas eu trop de problèmes à trouver mes deux travails, mes deux jobs antérieurs, je me suis dit que j'aurais aucun problème à les retrouver, quitte à revenir où j'avais été. Donc, quand j'ai fait mes stages, j'ai toujours laissé une bonne impression. Sur ces 3 stages que j'ai fait la dernière année, 2 de ces sociétés m'ont fait des offres de travail. Et donc, je pense aussi, c'était un peu un côté arrogance de la jeunesse, optimisme, je ne sais pas. Mais finalement, tout s'est aligné et je me suis retrouvé après à faire mon MBA dans une des meilleures écoles et à remettre ma carrière dans une voie plus traditionnelle, blue chip. Et après, du coup, cette voie traditionnelle, un peu plus classique, on va dire, où tu étais plus focus travail et famille, tu le vivais très bien à ce moment-là, ou tu disais quand même que à bout d'un certain moment, ça te démangeait, tu avais envie de refaire du surf ou d'autres passions, ou justement, tu arrivais quand même à avoir un équilibre pro et tu continuais de faire plein de sports à ce moment-là, etc. Non, quand j'étais à Londres, j'ai eu une phase vraiment pas très saine, où je travaillais énormément et je faisais pas beaucoup de sport.
Quand je travaillais pas, après, je mangeais beaucoup, je buvais. Enfin, mais c'est le problème d'être dans un endroit comme à Londres, et surtout à cet âge-là, quand on entre un peu dans ce rat race. Après, c'est le seul objectif, c'est travailler, travailler, travailler. Si on a le temps, passer un peu de temps avec la famille. Mais le surf, pendant plusieurs années, a pris vraiment comment dire, un backseat, comment dire, une position secondaire dans ma vie, voire tertiaire. Et juste que je te disais tout à l'heure, donc j'ai fait un voyage, mon dernier voyage avant, en fait mon fils aîné est né en novembre 2017. Ok. J'ai encore réussi à faire un voyage à El Salvador en 2008, mais après 2008 à 2014, j'ai rien fait de surf. J'ai pas fait mes voyages. J'ai essayé avant de faire de temps en temps un voyage en Indonésie ou un endroit comme ça. Et là, pendant un bon moment, j'ai fait aucun voyage. J'ai pratiquement pas surfé. Quand je venais au Portugal, je faisais peut-être une session de surf, mais pas plus que ça. Et donc là, le surf a complètement pris je l'ai mis de côté, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, je laisse tomber, c'est bon, c'était une phase très sympathique, mais il n'y a plus de place dans ma vie pour le surf. Et j'ai eu 3 enfants qui se sont suivis avec 2 années d'intervalle. Ouais, À un moment donné, on vivait plein centre de Londres. Et j'avais un fils de 4 ans, une fille de 2 ans, une fille de 0, sans avoir les parents prêts pour nous aider, etc. etc. Donc c'était assez... là, c'était vraiment travail, famille, et pas de place pour beaucoup de sport ni pour beaucoup de hobbies. Et tu penses qu'avec du recul, c'est quand même possible d'avoir à un moment donné, d'avoir quand même regardé un équilibre perso-famille, où tu aurais pu plus garder d'importance pour le sport, ou c'était bien d'agir comme ça par cycle en gros et de mettre le sport de côté à ce moment-là? J'ai toujours maintenu du sport, mais par exemple, Ouais, mais je me souviens qu'à un moment donné, quand j'ai vraiment touché le fond, pour moi, le highlight de la semaine, c'était le samedi, j'allais jouer au foot avec des amis pendant 1 heure et demie ou quelque chose comme ça, et c'était vraiment le point de référence dans la semaine. Allez, hop, je vais jouer au foot, moi qui n'ai jamais joué au foot. Donc c'était vraiment c'est vraiment quand j'ai touché le fond, je pense. Tu peux toujours trouver plus de place pour faire du sport ou avoir des hobbies. Mais j'ai lancé ma première boîte en décembre 2017, quand mon fils est né, juste quand la crise commençait. Et donc, j'ai vraiment dû me concentrer énormément sur le travail. ok. Parce que je sais pas si tu as lu le livre The One Thing ou L'Essentiel Non. en français, mais il dit que dans le travail, enfin, en gros, il faut être très productif et il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel, une seule chose. Et que ça, normalement, en étant vraiment très productif et efficace, tu peux le faire que 4 heures par jour, donc le matin, et continuer d'avoir un équilibre, faire du sport l'après-midi, etc. Je sais pas si... Non, mais ça me dit beaucoup parce que moi, je sens que j'arrive pas à travailler plus de 3-4 heures. C'est ce que tu fais maintenant, du coup. C'est ce que je fais maintenant, mais sans savoir, sans connaître cette théorie. Mais je me rends compte que après, je pense que maintenant j'ai 48 ans, j'ai plus 30 ans. Et quand j'étais à Londres, j'étais capable de travailler 16 heures de suite, de faire plusieurs nuits où je dormais 3-4 heures, voire 2 heures. Et parfois, je me demande si j'ai pas eu un burn-out sans m'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus cette capacité de travail. Et je pense qu'une journée où je suis au bureau et je suis concentré pendant 3-4 heures, c'est une bonne journée. Après, je fais plein d'autres choses liées au travail, mais sans être aussi efficace ou aussi concentré. Je me distrais facilement. Donc oui, c'est vrai. Je pense que si tu es très très discipliné, tu arrives à faire ça, tu travailles 3-4 heures, après tu vas faire du sport et tu as une famille, etc. Moi, je n'ai pas cette capacité de concentration. J'ai une grande capacité de dissipation. Je pense toujours, enfin, je suis le genre de personne qui va sur Internet chercher un truc pour le travail et tout à coup, je me retrouve sur Amazon en train de faire des achats. Et malheureusement, j'ai toujours été comme ça, j'ai du mal à changer. Et du coup, ça marche quand même, au final. Ça marche quand même. Ça Ouais. marche quand même parce que cette capacité de dissipation aussi me permet d'être ouvert à plein d'opportunités, avoir un peu avoir des opportunités ou à comprendre. Je suis assez curieux Ouais. et je pense que ça a beaucoup d'avantages. Je pense que si j'avais pas cette capacité de dissipation, justement, j'aurais pas monté la société que j'ai montée avec mon associé Joaquin. En fait, on s'est retrouvé à faire ce qu'on fait aujourd'hui par un certain nombre de détours et c'est un peu cette curiosité qui nous a amenés là.
Ouais, mais il faut quand même réussir à se focaliser, hein, parce que moi je suis très curieux de base aussi, et plutôt du genre à dire oui à toutes les opportunités qu'à dire non. Mais réussir à quand même des fois trancher et pas dire oui à tout parce que on peut vite se perdre et se Ouais. disperser et s'éparpiller. Non, la règle, c'est vraiment, c'est être ouvert à plein de choses, mais très rapidement les fermer. C'est-à-dire essayer, ça marche, on continue, ça marche pas, on laisse tomber, et pas insister sur des dizaines de leads. Mais je pense que être un peu éparpillé, quand tu es un entrepreneur, je Ouais. pense que c'est très utile. Mais après, il faut avoir la discipline De dire non, quoi. de dire non. Et moi, quand je regarde en arrière, je regarde parfois notre drive. Et je regarde notre liste de tous les folders avec des idées ou des deals et des trucs comme ça. Et je regarde des trucs qu'on a fait, j'ai déjà complètement oublié, mais qu'on a fait il y a 5 ans. Et je regarde ça et je me dis, mais c'est débile, pourquoi est-ce que j'ai passé du temps là-dessus? Mais parfois, il faut le faire parce que c'est comme ça que tu y a quelque chose qui va enclencher. Et il y a une expression que j'utilise énormément, que j'utilise surtout pour ce qui est de lever du capital et donc de trouver des clients, des investisseurs, Ouais. mais qui s'applique aussi à ça. Et cette expression, c'est "You need to kiss a lot of frogs". Tu passes tes journées, tes semaines à embrasser des Les grenouilles, grenouilles. et parfois tu as un prince qui en ressort, mais c'est rare. Mais c'est à quel moment que tu arrives à dire non et tourner la page sur une frog, justement? Enfin, de savoir que voilà, c'était pas une bonne piste, t'as dit oui, t'as testé pendant quelques. Ça dépend. Parfois tu le sens tout de suite, parfois tu perds pas mal de temps. Quand on a emménagé ici au Portugal avec Joaquin, en fait moi j'ai été cofondateur d'une boîte de cannabis en Uruguay, qui est la boîte qui a eu la première licence de cannabis recreational, comment on appelle ça C'est pas le CBD, enfin c'est différent. Non, Recreational, c'est pour avec guérir, quoi. Enfin, non, c'est le contraire. Donc, en fait, en Uruguay, tu peux aller dans une pharmacie et acheter du cannabis Ouais. pour le fumer, Comme des médicaments, quoi. Enfin, pas comme médicament, pour t'amuser. Ouais. Et c'était la première licence au monde de cannabis, recreational cannabis. Et en fait, ça avait été un gros succès. Et quand on est arrivé ici au Portugal, il y avait pas mal enfin, le régulateur portugais avait donné quelques licences de cannabis, et médicinal par contre. Et là, nous avons fait un partenariat avec un type qui avait une de ces licences, et on a perdu 1 an dessus. Et puis au bout du compte, après on a eu le Covid, et quand le Covid est arrivé, je me suis dit parfait, c'est une excellente excuse pour ne pas continuer, parce que je ne voyais vraiment pas les choses avancer. Et en fait, on a très très bien fait, parce qu'on a perdu un peu de temps, mais au final, l'ensemble du marché a été décimé par le Covid, par le manque il y a eu le crash justement du secteur du cannabis. Et finalement, on aurait pu continuer 1 ou 2 ans à se taper la tête contre les murs sans rien faire. ok, et tu penses que ce temps perdu, ou presque ce temps perdu, cet échec, ça t'a servi après actuellement pour ton autre projet ou... Non, parce qu'on était déjà sur notre autre Ah, projet t'étais à l'époque. déjà en Ouais. transition. On faisait déjà de la gestion de terres agricoles. Donc ça, c'était parallèle. L'intérêt, c'est que c'était aussi de l'agriculture. D'un côté, on avait en Amérique du Sud l'agriculture plutôt traditionnelle, à grande échelle, etc. Et ça, c'était plutôt un play pharma, agriculture, comment dire, Une niche sous-jacente. voilà, une toute petite niche, et avec un côté pharmaceutique, etc. Donc c'était un peu de la diversification dans un secteur que nous connaissions relativement bien. Ok, parce que du coup, là, cette boîte dans les terres agricoles, c'est il y a 7 ans que tu l'as montée, c'est ça Ouais, en fait on a monté, il y a presque plus que ça, on a monté, ouais, 7 ans, on l'a monté en 2016. Au début, c'était pas seulement sur de la gestion d'investissement en terres agricoles, mais c'était, en fait, quand Joaquin et moi, nous travaillons ensemble depuis 2013. Et nous travaillions ensemble à Londres dans une société qui faisait des investissements dans des actifs réels en Amérique du Sud, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs verticales, dans l'agriculture, énergie renouvelable, infrastructure immobilier, pétrole et mining, et, entre autres, et infrastructure. Et donc quand nous avons quitté, parce que nous avons vu l'opportunité de créer une société pas vraiment une société de conseil, mais plutôt une société de gestion pour aider des investisseurs européens qui avaient investi en Amérique du Sud au top du cycle des commodities, et qui se sont retrouvés, quand les commodities ont baissé, se sont retrouvés avec des investissements distressed,
et sans vraiment avoir aucun contrôle sur ces investissements parce que souvent ils les ont fait avec des partenaires locaux et sans avoir vraiment les mécanismes de contrôle appropriés. Et donc ils se faisaient voler. C'est quelque chose qui se passe assez couramment. Et donc nous avons eu l'opportunité pour aider ces investisseurs à reprendre le contrôle de ces actifs et les restructurer, les gérer pour attendre ensuite que les commodities reprennent pour vendre ces actifs. Et au début, nous étions en fait sur 3 secteurs. Énergie renouvelable, qui était le secteur dans lequel Joaquin et moi avions le plus d'expérience, l'immobilier et l'agriculture. Et très rapidement, l'agriculture a pris le devant de notre affaire et représente aujourd'hui 95% de ce que nous faisons. 95, ah oui, Ouais. ok. Donc tu t'es focus sur cette niche un peu, enfin Ouais. vous êtes focus. Ouais. Ok, et c'est intéressant justement, parce qu'à la base c'était aussi de l'immobilier, est-ce que tu dirais en termes d'analyse par rapport à de l'immobilier, pourquoi vous avez fait le choix de vous développer sur cette niche, et aussi peut-être pour des personnes particulières, on va dire, qui investiraient dans l'immobilier, est-ce que investir aussi dans des terres, et même des terres agricoles, ça peut être intéressant, est-ce que c'est plus rentable, est-ce que c'est plus, quelles sont un peu les comparaisons d'analyse et aussi pourquoi vous vous êtes focalisé par rapport aux autres Oui, en fait, on s'est retrouvé à faire surtout de l'agriculture parce que le secteur immobilier est très compétitif, il y a beaucoup de concurrence. Et dans l'agriculture, moins. C'est très niche, c'est un secteur très traditionnel qui est toujours dominé par c'est essentiellement des opérateurs ou des propriétaires privés, parfois des familles, etc. Et où il y a très peu d'investissements institutionnels. Il y en a déjà, mais il y en a encore très peu par rapport à la taille du marché. Donc c'est un secteur très fragmenté où les pratiques sont assez anciennes. Par exemple en Uruguay. Uruguay, c'est un pays qui a toujours fait du bétail. Et la gestion du bétail aujourd'hui est pratiquement identique à la gestion du bétail il y a 300 ans ou 400 ans. Très archaïque. C'est très archaïque. Et donc il y a du potentiel, énormément de potentiel pour améliorer cette gestion et donc créer de la valeur sur l'actif en plus de la valeur qui est créée naturellement par l'inflation, par le fait qu'il y a très peu de terres. Enfin, très peu de terre. C'est limité, quoi. C'est une ressource limitée. C'est une ressource limitée, exactement. Et donc, nous nous sommes concentrés sur l'agriculture. L'agriculture, et pour ce qui est des investisseurs, à la base, c'est un investissement très similaire à de l'immobilier, avec après quelques différences assez importantes. C'est un actif réel, donc avec un sous-jacent, une valeur sous-jacente qui offre une protection à la baisse. C'est un actif qui s'apprécie, qui gagne de la valeur avec l'inflation. Et après, c'est un actif dont la gestion est tout à fait différente. C'est très différent de gérer un immeuble avec des appartements et gérer une ferme avec des vaches. Donc il y a ces particularités. Et là où nous voyons beaucoup de potentiel, c'est que c'est un investissement très conservateur. Les rendements sont au niveau des rendements de l'immobilier. Donc un yield typique, c'est du 3 à 5%, donc c'est pas super excitant. Mais justement, comme l'agriculture, au moins dans les pays dans lesquels nous sommes actifs, Uruguay, Paraguay, dans le reste de l'Amérique du Sud, c'est encore très archaïque. Donc on peut énormément améliorer la valeur de la terre en appliquant des méthodes de gestion régénératrices pour régénérer la qualité des sols, capturer du carbone, pour faire augmenter l'efficience de la gestion du bétail. Par exemple, aujourd'hui, si tu vas un jour visiter une de nos fermes, on a une ferme justement qui est maintenant en transformation. Et il y a 6 mois, tu arrivais à cette ferme, c'est une ferme magnifique, et tu tomberais amoureux de cette ferme parce que c'est vraiment l'image bucolique d'une ferme à l'ancienne avec des espaces énormes, les vaches, le bétail est super, voilà, le bétail est très content, pas stressé du tout. Tu as les péones sur leurs chevaux qui passent le bétail d'un paddock à un autre, mais c'est des paddocks énormes de 50 hectares. Et nous sommes aujourd'hui en train de transformer ça. Ça va être moins romantique, mais ça va être beaucoup plus efficace. Plutôt que d'avoir des paddocks de 50 hectares, 50 à 100 hectares qui sont énormes,
On va faire des paddocks de 10 hectares et peut-être dans le futur, on aura des paddocks de 1 hectare. Parce que des paddocks, c'est C'est en fait entre les bocages, enfin pas les bocages, mais entre les limites de chaque. C'est en fait les zones où où le bétail va paître. Et en fait, le concept, c'est tu mets le bétail dans un paddock, ils vont manger comment on appelle ça, les ressources foragères, Ouais. et après tu le passes à un autre, etc. Et en fait, plus ces paddocks sont petits, moins le bétail a le choix, parce que si tu les mets dans un paddock de 50 hectares, les vaches vont choisir de manger que les belles pousses. Elles ne vont pas manger les mauvaises herbes, vont pas manger. Et les mauvaises herbes, en fait, ont des protéines qui ne sont pas disponibles dans des pâturages normaux. Mais le problème, c'est que c'est un mauvais goût. Donc, une vache ne va pas manger les mauvaises herbes. Mais si tu les mets dans un paddock tout petit, elles vont être forcées à tout manger avant de passer au prochain. Et donc, il y a un impact. Donc, c'est plus efficace parce qu'en fait, ils mangent beaucoup plus de ressources produites par la terre. Mais en même temps, l'impact que les vaches ont sur cette partie, sur cette parcelle, est très limité parce que c'est peut-être une journée, 24 heures, et après il passe au prochain. Et après, cette parcelle va avoir presque un an pour récupérer, pour régénérer. Et c'est ça qui permet de créer de régénérer les sols, de créer topsoil de bonne qualité avec beaucoup de matière organique, etc. Et donc ça, nous sommes en train de faire ça à travers toutes nos fermes. Mais quand on voit l'Uruguay, la plupart des fermes sont encore gérées de manière très, très archaïque à l'ancienne. Et donc il y a un énorme potentiel d'appréciation parce que le jour où nous vendons une de ces fermes, ça va faire une énorme différence parce que les acheteurs vont voir l'historique, ils vont voir que l'on fait de l'agriculture régénératrice depuis 5 ou 10 ans, donc la qualité de la terre est bien supérieure aux autres fermes, etc. Et parce que vous, quand vous les achetez, les fermes, pour les analyser, enfin, je ne sais pas combien de dossiers vous recevez dans une année, mais comment vous faites, sur quels critères vous les analysez avant de vous dire vous investissez dans ça? Première chose, c'est la qualité. La qualité, pas seulement la qualité, c'est la qualité et l'utilisation des sols. Donc la qualité, en Uruguay, l'Uruguay est un pays assez unique où toutes les parcelles de terrain dans le pays sont enregistrées, sont dans un registre et se sont vues attribuer un score de fertilité. Okay. C'est une mesure qui a été mise en place dans les années 30, si je me souviens bien, et donc qui est un peu dépassée. Mais si tu veux acheter un terrain ou une ferme en Uruguay, la première chose que tu vas voir, c'est le CONEAT Index. Et tu vas voir une ferme, et tu vas voir, bon, cette ferme a un CONEAT Index de 120. 120, c'est la moyenne est 100, donc 120, tu vas dire c'est pas mal, c'est supérieur à la moyenne. Et après, tu vas voir comment c'est distribué, tu vas voir quel pourcentage est du 80, quel pourcentage du 50, quel pourcentage du 160. Et tu vas voir la distribution de ces parcelles en fonction de leur production. Donc, si tu as une parcelle qui fait du 150, 120, c'est pour faire des crops, donc du soja, essentiellement du soja, du blé, etc. Après, moins bonne qualité, tu vas avoir ça va être bon pour le bétail. Et après, généralement très mauvaise qualité, c'est bon pour le riz, parce que les terres de mauvaise qualité sont les terres basses qui sont souvent inondées. Et puis finalement, la meilleure utilisation, c'est en faisant du riz. Et donc, tu vas choisir un peu les terres en fonction de ce que tu veux. Donc, si un de nos clients nous dit je veux juste faire du bétail, ça va être difficile parce qu'en Uruguay, la plupart des fermes font un peu de tout. Ce sont des sols qui sont très hétérogènes, au contraire du Brésil ou de l'Argentine où il y a des superficies énormes juste focalisées, juste pour la production d'un type de produit. Et donc, si un client nous dit je veux faire juste du bétail, on va lui dire bon, il va falloir faire du bétail, mais si vous voulez faire du bétail, il faudra aussi compter faire du soja et peut-être du riz en rotation. C'est très important de faire des rotations. C'est des jachères. Oui, exactement. C'est très important de faire ces rotations pour justement régénérer le sol. Ok. Parce que nous, chez Algae, en gros, c'est une plateforme pour démocratiser l'investissement immobilier. On se focalise principalement sur l'immobilier, mais où les gens peuvent acheter des fractions de biens immobiliers. Ouais. Mais on pourrait imaginer proposer, comme toi tu le fais à tes investisseurs institutionnels, d'acheter des bouts de terres agricoles ou de landes. Est-ce que tu penses que c'est un produit qui pourrait, outre la rentabilité financière, proposer aussi d'autres avantages et attirer des investisseurs particuliers, par exemple? C'est une question très intéressante. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Le problème, c'est l'acheteur étranger typique d'une ferme en Uruguay va être un family office européen.
Pourquoi? Parce que ce sont des family office qui ont d'énormes ressources et qui se disent je vais mettre 5 à 10% de mon capital dans un actif qui est très, très sûr. En plus, avec ce qui se passe en Europe, s'il y a une belle maison, un jour je peux partir de l'Europe avec ma famille, m'installer en Uruguay. Donc il y a plein de considérations financières et moins financières, plus émotionnelles. Et c'est difficile de de mettre ensemble plein de petits investisseurs pour acheter des terres en Uruguay. Pourquoi? Parce qu'il faut les éduquer, il faut leur expliquer qu'est-ce que l'Uruguay. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que l'Uruguay, c'est pratiquement un pays européen qui a été transplanté en Amérique du Sud. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'Amérique du Sud. C'est un pays qui est très bien géré, qui est ouvert aux investissements étrangers, qui a des institutions très très fortes, qui a un très bon historique de gestion des relations avec des investisseurs étrangers, où la loi fonctionne, où il y a très peu de corruption, où la société de manière générale a un très bon niveau d'éducation, etc. Donc c'est vraiment un outlier dans l'Amérique du Sud. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Ouais. Ça a toujours été connu un peu comme la Suisse de l'Amérique du Sud, mais moi j'ai souvent cette expérience, je parle avec des potentiels investisseurs, je leur parle de l'Uruguay, Uruguay, Paraguay, ils croient que c'est la même chose, Argentine, Brésil, c'est tout, ils mettent tous un peu dans le même panier, c'est dommage. Donc c'est déjà difficile d'expliquer ça à un potentiel investisseur, c'est encore plus difficile d'expliquer à 1000 petits investisseurs. Après, je pense qu'il y a du potentiel pour ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a deux exemples. Premier exemple, c'est au Zimbabwe. Zimbabwe est un pays qui a une très forte tradition agricole, qui après avec Mugabe, à un moment donné, a expulsé les fermiers d'origine rhodésienne, enfin d'origine anglaise, et donc le secteur de l'agriculture a été décimé. Mais et le pays s'est retrouvé avec une inflation incroyable. Et il y a des sociétés qui sont formées pour offrir des systèmes de pension où l'investissement sont des vaches. Donc toi, tu ouvres un compte et tu investis X Zimbabwean dollars et tu te retrouves avec propriétaire d'une partie d'un troupeau de vaches. Et tu sais que ça va évoluer avec l'inflation, donc ça va te protéger contre l'inflation. Ouais. Et c'est un investissement très sûr, qui est mobile, donc c'est facile à contrôler, etc. Donc ça, c'est un bon exemple. Et en Uruguay, c'est assez commun pour un docteur, un avocat, etc., d'investir aussi dans des vaches. Donc il y a quelques sociétés d'investissement uruguayennes qui ont monté des fonds d'investissement pour investir dans des troupeaux de bétail. Et donc c'est possible, donc dans ce que tu me dis par exemple, de monter un produit, un fonds d'investissement, ou enfin, je ne sais pas quelle serait la structure, pour acheter des terres et mettre en place toute une opération, une exploitation avec du bétail, potentiellement du soja, etc. Et distribuer ça auprès de je ne sais pas combien d'investisseurs, ou faire un produit encore plus simple qui consisterait à vendre, un peu comme au Zimbabwe, des parts dans un troupeau de bétail. Ça a l'avantage d'être concret au moins. Oui, c'est concret, c'est liquide. Si tu imagines que tu as des redemptions, bah, tu vends du jour au lendemain, tu vends des vaches. Est-ce que tu penses qu'en termes de rentabilité, c'est plus, si je parle encore pour des particuliers qui ont, on va dire, des moyens en dessous des family office, c'est plus intéressant par eux-mêmes d'acheter un petit terrain en pleine propriété ou de s'associer à plusieurs pour acheter des plus gros terrains à plusieurs? Un family office peut se permettre d'acheter une ferme et de mettre en place une structure de gestion ou de nous engager pour mettre en place cette structure de gestion. C'est un coût assez élevé, ça baisse la rentabilité, mais ça leur donne beaucoup de tranquillité et de sérénité. Et dans le cas des petits acheteurs, je pense que ça ne vaut pas la peine d'acheter une ferme. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter une fraction d'une ferme avec d'autres investisseurs. Parce que les coûts sont assez élevés et dans les cas des petites fermes, les coûts ne valent pas la peine. Enfin, il y a des économies d'échelle. Donc, mettre en place, mais en Uruguay, tu ne vas pas mettre en place une équipe dans ta ferme pour une ferme de 100 hectares. Ça ne vaut pas la peine. Les coûts ne vont pas être couverts. Sinon, ça pourrait juste être un tout petit terrain qui, lui, tu loues à un exploitant qui, lui, a une ferme plus grosse et il loue juste ton terrain pour… Oui, tu peux faire ça. Ouais, ok.
Parce que les grandes fortunes un peu mondiales comme Bill Gates, Ouais. etc., je crois qu'ils investissent pas mal aussi dans Ouais, dans les terres. Bill Gates, Jeff Bezos peut-être aussi. ouais, Bill Gates, j'ai entendu dire qu'il était le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis, par exemple. Ils investissent énormément. Et c'est quoi du coup les terres agricoles qu'ils ont comme usage? C'est les mêmes que toi à l'Uruguay ou... Oui, c'est essentiellement c'est des terres aux États-Unis. C'est un marché différent, beaucoup plus, peut-être plus moderne, moins traditionnel, plus efficient, qui a beaucoup de recours à des produits chimiques. Les pesticides. Ouais, moi, ce que j'aime avec le bétail, c'est qu'il y a très peu de recours aux pesticides, aux insecticides. L'agriculture aux US est beaucoup plus agressive, comment dire, moins durable. Mais c'est un secteur qui marche relativement bien, qui a pas mal aussi de subventions. Et ça, c'est une chose qui me plaît en Uruguay, il n'y a pas de subvention. Donc c'est un secteur qui s'en sort tout seul. Il n'y a aucune subvention. Ici au Portugal, j'ai déjà regardé plusieurs fois les des secteurs agricoles. Ici au Portugal, personne ne fait rien sans d'abord se poser la question à quel type de subvention je vais avoir accès. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui sont très difficiles à justifier dans l'absence de subventions. C'est moins le cas aux États-Unis, mais c'est quand même un marché qui est fortement distordu par l'existence de subventions. Ils produisent énormément de maïs, par exemple, à cause des subventions. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les Américains sont aussi friands de grain-fed beef, donc du bétail qui est nourri au grain. Ça a à voir avec la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont retrouvés avec des stocks énormes de munitions, de poudre. Et en fait, comment dire, qui peuvent être utilisés comme des fertilisants. La poudre Ouais, des. en fait, ouais, Ouais. un des éléments des munitions est un fertilisant. D'ailleurs, l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth il y a 2-3 ans, qui a détruit le centre, c'était dans un stock de fertilisants. Et très souvent, on voit ça aussi dans les terroristes, souvent s'approvisionnent en fertilisants pour faire leurs bombes. Et donc ils se sont retrouvés avec ce stock excédentaire de fertilisants et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va développer la production du maïs pour pouvoir utiliser ces fertilisants. Et donc ils ont développé ils ont commencé à donner des subventions aux producteurs de fertilisants, de maïs, pour qu'ils utilisent tous ces stocks de fertilisants. Mais après ils avaient un problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce maïs? On va le donner, on va l'utiliser pour nourrir notre bétail. Et donc ils ont commencé à mettre les bétails dans des feedlots et à leur donner des grains, donc du maïs, pour les alimenter, plutôt que de laisser les vaches manger dans les pâturages, etc., paître dans les pâturages, comme c'est le cas en Uruguay encore aujourd'hui. Ils ont développé toute cette industrie, ce Confined Animal Operations, où en fait ils mettent les vaches à s'alimenter sans bouger toute la journée debout, à s'alimenter, à se gorger de maïs. Après, comme ils sont toujours ensemble, il se passe des maladies, donc hop, on leur donne des antibiotiques. Ah, les antibiotiques, ça aide aussi à la croissance, on leur donne plus d'antibiotiques. Et après des hormones, etc. Et en fait, on se retrouve avec cette situation aux États-Unis où le beef, comment dire, le steak, la viande est très, très malsaine et elle a un goût sucré justement parce que elle est basée sur ces subventions. Ouais, ok. Et pourquoi justement vous étiez parti, c'était par opportunité, vous étiez parti en Uruguay? C'était... Non, en fait, j'ai toujours eu, tout au long de ma carrière, il y a toujours eu un peu ce côté Amérique latine. Ok. Je pense que j'ai toujours eu un peu cet intérêt pour l'Amérique latine, par le fait que je suis portugais, que je parle portugais et espagnol. Et dans presque tous mes jobs, j'ai toujours un peu touché à l'Amérique du Sud. Sauf juste après mon MBA et quand j'ai fait 2 ans de conseil. Là, j'ai rien fait avec l'Amérique du Sud, mais sinon, j'ai toujours eu l'Amérique du Sud comme fil conducteur un peu. Comme fil conducteur de ma carrière. Ouais. Comme opportunité. Quoi. Voilà, et quand je travaillais avec Joaquin, mon associé, on travaillait dans une holding d'investissement qui faisait des investissements en Amérique du Sud. Puis après, on a continué dans ces pays-là.
D'ailleurs, c'était assez intéressant, je crois, quand tu m'avais raconté comment vous étiez associé avec Joachim, où tu me disais que bon, ça avait été dans ton ancien job, il était arrivé de l'Uruguay et toi, tu avais besoin de personne à la base comme employé et au final, il a fait ses preuves, etc. Tu l'as accepté et après, ça a créé une connexion. Oui, c'est ça. En fait, il est arrivé. Moi, j'avais déjà mon équipe à Londres qui fonctionnait relativement bien, pas à 100%, mais ça marchait assez bien. Et donc, le groupe dans lequel je travaillais, on avait un bureau à Londres, mais la plupart des opérations se retrouvaient en Uruguay. Et lui, il travaillait dans une des sociétés, dans une boîte agricole justement du groupe. Et il était très ambitieux et il en avait marre de travailler 9 to 5, de 9h à 5h. Et un jour, il s'est croisé avec le fondateur du groupe et il lui a dit j'aimerais te parler. Il lui a dit écoute, merci beaucoup pour cette opportunité, mais c'est pas pour moi. Il me faut un peu plus de travail, un peu plus de pression. Je suis très ambitieux. Et le fondateur du groupe lui a dit ah ok, alors t'en fais pas, je vais régler ton problème. Et il m'appelle à Londres. Il me dit écoute, je vais t'envoyer quelqu'un, un petit jeune qui est très motivé, il veut travailler dur. Je lui ai dit qu'à Londres, il allait travailler très dur parce qu'on avait une réputation de travailler beaucoup plus que le reste du groupe. Et il m'est tombé un peu dans les pattes, ou plutôt comme un cheveu dans la soupe. Honnêtement, j'avais rien à lui faire faire. J'avais une équipe qui marchait bien. Et les premiers jours, je l'ai pratiquement ignoré. Il était là, il tournait un peu en rond dans le bureau. Et puis, il a commencé à faire ses preuves. Il y a surtout eu un épisode où il a refait tout le travail qui avait été très mal fait par un des types qui travaillait pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était vraiment très, très, très bon techniquement, très intelligent et très ambitieux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler très rapidement. On travaillait les deux main dans la main. Et puis après, quand j'ai quitté ce groupe, il m'a suivi pour monter justement TLG Management Partners pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire d'avoir un cofondateur ou tu aurais pu entreprendre seul? Ça, c'est une très très bonne question. Oui, j'ai besoin de quelqu'un. Dans ce cas-là, j'ai besoin de lui parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai perdu un peu ma productivité et ma capacité de concentration et il ne me lâche pas. Donc c'est pratiquement lui qui tient un jour ma to-do list. Et quand je ne fais pas quelque chose, il ne me lâche pas, il m'envoie des emails, des WhatsApp, etc. Finalement, je finis par faire ce que je dois faire parce que c'est l'alternative qui m'emmerde est pire que d'avoir à faire ça. Mais je pense que j'ai eu deux expériences entrepreneuriales. J'en ai eu une où j'ai eu justement celle que j'avais lancée en 2007, où nous étions deux cofondateurs à 50-50. Et finalement, c'est très, très mal passé parce qu'on a lancé la boîte en décembre 2017, quand la crise commençait à exploser. C'était une boîte pour faire des investissements en énergie renouvelable. On devait lever un fonds. Et quand les choses se sont compliquées, très rapidement, notre dédication, notre performance a commencé à diverger. Et puis finalement, nous avons fini par nous séparer. Et donc la leçon que j'ai retenue de ça, c'est que les partenariats 50-50 sont très compliqués. Donc si j'allais de nouveau me lancer dans une aventure comme ça, ce ne serait pas 50-50. Ouais, okay. Mais en même temps, je serais incapable de le faire seul. Je pense que c'est important je vois avec Joaquin, parfois c'est laborieux parce que nous disputons sur des questions qui sont presque théoriques, mais nous sommes constamment en train de confronter nos idées l'un à l'autre et avoir le feedback l'un de l'autre. Et c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un à côté au bureau ou au bout du fil pour rapidement tester nos idées, parfois juste tester notre interprétation de notre vision des faits. Ouais, un sparring partner un peu. Ouais. Parce que moi, ça ne m'aide pas toujours de voir à quel point notre perception de la réalité change en fonction de notre humeur, en fonction de nos préjugés, en fonction de l'historique, notre historique avec l'autre personne. Et parfois, c'est très bon d'avoir quelqu'un de l'autre côté, enfin à côté de nous, qui a une vision différente. Et tout à coup, on se rend compte, finalement, c'est peut-être moi qui dois adapter ma manière de voir les choses. D'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, les perceptions de base sont toujours, c'est ce que j'ai observé, on perçoit les choses différemment de ce que les autres perçoivent. On pense que les gens vont penser quelque chose de nous comme on le perçoit, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. C'est toujours, la perception, c'est toujours un peu abstrait, quoi. Oui, exactement. Et puis d'un autre côté, par exemple, Joaquin, on a des styles tout à fait différents. Moi, je suis assez,
malgré tous les risques que j'ai courus dans ma carrière, etc., j'ai un appétit élevé pour le risque, mais ma prise de décision est assez lente. Ouais. Donc, quand c'est important. Donc, je prends tous les jours des décisions très rapidement, mais quand il y a une décision vraiment importante, parfois, je laisse passer du temps. Et avec le passage du temps, les choses s'éclaircissent. Parfois, il y avait des options qui cessent d'exister, il y a de nouvelles options qui apparaissent. Donc, parfois, je délaie un peu la prise de décision. Et Joaquin, c'est le contraire, c'est un bulldozer. Lui, ce qu'il aime, c'est faire les choses, avancer. Et parfois, il casse des choses parce qu'il ne réfléchit pas trop, hop, il y va à fond. Et je ne pense pas qu'une approche soit meilleure que l'autre. Mais la combinaison des deux est bien, parce que lui, parfois, quand je prends trop de temps, lui, il me force à prendre une décision. Et lui, quand il va trop vite, moi, je lui dis, attends, est-ce que tu as réfléchi à ces implications-là et finalement, ça marche très bien. Mais tu aurais des conseils à donner, 2-3 conseils. C'est toujours très compliqué. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur comment chercher un cofondateur, justement. Et je sais qu'il y a énormément de monde qui cherche des cofondateurs, mais c'est pas évident. Enfin, je sais pas si en fonction de ta bonne expérience et de ta mauvaise expérience, des fois, toi, ça t'est un peu arrivé, ça t'est tombé dessus, quoi. Ça m'est tombé dessus. Mais tu n'avais pas cherché à le provoquer en allant à des événements ou autre. Non, ça s'est passé naturellement. Ouais, ça s'est passé naturellement et peut-être que si j'avais pas eu l'autre cofondateur, peut-être que j'aurais pas fait le pas justement de quitter un job pour lancer cette société d'investissement. Et ici, dans le cas de Joaquin, c'était différent parce que j'ai sauté, j'ai commencé à monter quelque chose tout seul, je l'ai tenu au courant et lui après il s'est montré intéressé, il m'a rejoint. Donc, mais j'ai jamais eu j'ai jamais appréhendé la sélection d'un cofondateur d'un point de vue un peu executive search. J'ai besoin de quelqu'un avec ces caractéristiques-là, je vais le chercher, ça m'est jamais arrivé. Ok. Et tu disais que tu as une grosse appétence au risque. Comment ça se fait que tu aimes autant prendre de risques? Comment tu le définirais que tu es quelqu'un qui adore prendre des risques? J'aime prendre des risques. J'aime prendre des risques calculés, ou je pense qu'ils sont calculés. Je pense que j'arrive à bien appréhender les situations, comprendre quels sont les risques, comment ils sont, quel est le downside, que ce soit dans le sport ou dans les affaires. Ça, je pense que c'est un autre sujet qui rend dingue Joaquin. D'ailleurs, avant ce podcast, on était pratiquement en train de se disputer au téléphone parce que lui, il me dit, on est en train de faire un deal maintenant, et il me dit, mais ça n'a aucune probabilité il n'y a aucun risque. Non. Et moi, je dis, si, il y a un risque théorique. Et lui, il dit, il n'y a aucun risque. Et alors, lui, après, il se plaint parce qu'il pense toujours que je vois que le côté négatif des choses. Mais moi, comme représentant, je pense que comme représentant de nos clients, nous ne devons jamais assumer qu'il n'y a aucun risque. Nous devons présenter ces risques à nos clients. Leur dire, voilà, il y a un risque théorique très bas que ça et ça se passe et leur présenter les options. Donc, moi, je pense que j'ai un peu cette capacité de comprendre quel est mon downside. Quels sont les risques que je cours. Ouais, tu identifies les risques, en fait tu sais qu'il y a des risques, même quand dans le sport que tu le fais, etc., tu sais qu'il y a des risques, mais après tu prends la décision ou tu prends pas la décision en sachant les risques. Quoi. Un exemple, c'est les vagues de Nazaré. Quand je vais pour moi, ce n'est simplement pas une possibilité. La possibilité de mourir, ce n'est pas une possibilité que j'envisage. Pourquoi? Parce que je sais que je vais être dans l'eau, et quand je suis dans l'eau, je sais quel est le pire des cas. Le pire des cas, c'est que je vais me prendre 3-4 vagues sur la tête. Je me suis préparé physiquement et mentalement pour survivre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À combien de kilomètres heure, les vagues À combien de kilomètres heure ça peut être? De quoi? La vitesse que tu prends? La vitesse des vagues, ouais. La vitesse que tu prends, je n'ai jamais mesuré, mais je crois que tu peux faire du 70 km/h sur ces vagues-là. Mais surtout de te les prendre sur la tête, c'est très dur. Mais je ne me suis jamais mis dans une position où je pourrais mourir et je ne vais jamais me mettre dans cette position. Et je pense que tu peux le faire en gérant bien tes risques, en ayant une bonne structure, une bonne équipe. Et après, quand tu es dans l'eau, tu dois pouvoir te dire, ça aujourd'hui je ne le sens pas, je ne vais pas prendre de vague. Ou je vais prendre une vague, et après une vague, j'arrête. Donc, si je te montre je crois que je t'ai montré l'autre jour une photo, on mettra des images d'une grosse vague que j'ai pris l'an passé, et tu te dis, waouh, incroyable, il est cinglé ce mec. Et probablement un petit peu, mais quand j'ai pris cette vague, j'ai eu aucune. Pour moi, c'était très clair que j'allais faire cette vague, que j'allais pas tomber, et que si je tombais,
j'ai très, très rapidement sauvé par mon partenaire, etc., etc. Donc c'est important de connaître ton downside et de te protéger et de dire non aux situations dans lesquelles tu as plus de risques. Toi, c'est quoi les vagues les plus hautes que tu as surfées? La vague la plus haute que j'ai surfée, d'après mes calculs que j'ai ensuite validés avec 2-3 personnes, c'était 17 mètres. 17 mètres, ok. Et les champions du monde, c'est quoi? C'est entre 20 et 30 mètres, ça peut aller jusqu'à? Non, pas 30 mètres. Le record du monde aujourd'hui est 26 mètres. 26 mètres. Honnêtement, c'est un record que moi C'est 5 étages, quoi, 5-6 ouais, étages. je n'y crois pas trop à ce record. Je pense que ça a été un peu boosté pour des raisons politiques. Il y en a beaucoup dans le monde du surf. Mais les records du monde ont été entre ça a été 22 mètres, je crois, McNamara, ou 23 mètres, ensuite 24,8 ou 24,6, et maintenant c'est passé à 26. On est autour de 25 mètres. Ok. Et à Nazaré, c'est courant, les vagues, parce que toi, tu vas combien de fois par semaine d'ailleurs à faire Ça dépend. Ou pas par semaine, mais. Bah, je dirais sur une saison, en moyenne, une saison entre octobre et mars, je dois y être 3 fois par semaine. 3 fois par en semaine. moyenne. Mais après, il y a une semaine où j'y vais peut-être tous les jours. Et après, il peut y avoir un mois où je n'y vais pas du tout parce qu'il n'y a pas de vague. En fait, ça varie un peu, c'est très inconsistant. Quoique c'est le spot le plus consistant au monde en termes de vagues. Je pense que 3 jours par semaine, c'est une bonne moyenne. Donc là, la saison va commencer. Là on est La en saison va octobre. commencer, ouais. Et donc, la discipline que tu as par rapport à ça, c'est incroyable. Genre, tu te lèves le matin à 3-4 heures, ou 4 heures pour. Tu prends tes 2 jet skis, tu pars de Lisbonne, tu vas jusqu'à Nazaré. En fait, ça, c'est quoi un peu ta routine? Non, ça c'était avant, ça c'était l'horreur. Je me réveillais à 3-4 heures du matin, je prenais mon petit déjeuner, je devais passer dans un garage où j'avais mes 2 jet skis, je prenais mes 2 jet skis, je traversais toute la ville avec les 2 jet skis derrière la voiture, ensuite 1h15 voire 1h30 de route pour arriver à Nazaré, ensuite monter tous les jet skis, le matériel, mettre dans l'eau, aller surfer, revenir, refaire tout en arrière, laver les jet skis, enfin je partais de la maison à 4 heures du matin et je revenais à 10 heures du soir. C'était très fatigant. Maintenant, depuis 2 ans, depuis 2 saisons, nous avons une bonne structure. Nous louons un hangar à Nazaré où nous avons tout le matériel. Nous avons des plateformes, nous avons les jet skis sur des plateformes. Et donc aujourd'hui, j'arrive à arriver là-bas à 8 heures du matin, surfer de 8 heures à 11 heures. Je repars. Mes partenaires, ils lavent les jet skis, etc. Mais c'est beaucoup plus facile parce que maintenant, ils sont sur place. Et j'arrive à être au bureau à 1h, 2h de l'après-midi et encore faire une journée de travail. Une demi-journée de travail. Une demi-journée de travail. Même si pour moi, c'est une journée parce que je travaille 4 heures et c'est fait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficient qu'avant. Parce que tu as monté une équipe, c'est ça? Il y a des professionnels dans l'équipe ou c'est quoi cette équipe? Il y a des quasi-professionnels. En fait, j'ai commencé mon aventure à Nazaré il y a 6 ans avec Lourenço, qui avait à l'époque la moitié de mon âge. Moi, j'avais 42, lui, il en avait 21. Lourenço est le fils d'un des pionniers du surf au Portugal. Donc surf classique. Surf classique. Ouais. Et il avait déjà 21 ans, énormément d'expérience. Ou plutôt pas vraiment énormément d'expérience, mais c'est quelqu'un qui a une personnalité très spéciale. Il est un peu maniaque et il absorbe toute l'information. Et donc à 21 ans, c'est lui qui m'a tout appris sur le surf de grosses vagues à Nazaré. Et au début, pendant 2-3 ans, en fait, on était juste les deux. On allait surfer quand il y avait des petites, moyennes vagues. Dans les jours de grosses vagues, on surfait moins parce qu'on n'avait pas vraiment de backup. Donc quand les vagues sont très grosses, c'est impossible d'aller juste avec un jet ski. Il faut avoir en tout cas un autre jet ski, voire 2 jet skis pour être en sécurité. Et puis depuis 2 saisons, nous avons des sponsors, nous avons l'infrastructure. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes 4 surfeurs. Donc c'est Lourenço et moi. Lourenço est semi-professionnel. Okay. Et c'est un des meilleurs, je pense, un des meilleurs pilotes de Nazaré et probablement au monde. C'est un type qui a vraiment... En portugais, parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont à Nazaré aussi. Ouais. Je crois qu'il y a Justine Dupont, la française. Oui, tout à fait, nous connaissons très bien. Mais je pense que Lourenço est au même niveau, par exemple, que Fred, qui est le fiancé, mari de Justine, et qui est un très très bon pilote. Donc il y a quelques très bons pilotes à Nazaré. Lourenço est là à leur niveau, dans certains cas peut-être mieux que des pilotes qui sont très reconnus. Il n'a pas beaucoup de reconnaissance parce qu'il est très low profile, il ne sait pas se vendre, il ne sait pas se promouvoir. Et après, on a 2 autres surfeurs. On a Rold Ambrosio, qui est brésilien. Une histoire assez intéressante, je l'ai connu à Hawaï il y a 20 ans.
je l'ai perdu complètement de vue. Oui. Après, quand j'ai commencé à surfer des grosses vagues, j'ai commencé à suivre des comptes et j'ai vu sur Instagram, j'ai vu son nom, donc on a été en contact. Et il y a 2 ans, je l'ai invité à venir faire une session avec nous à Nazaré. Il était un très très bon pilote parce qu'il a fait, en fait, il était à Jaws. Il a fait 20 ans de Jaws. C'est là où a commencé le towing à Hawaï. C'est les vagues, les jaws, ouais, c'est pour les dents. Enfin, c'est des guns, c'est différent des guns ou il y a les guns aussi, non, les guns. Guns, c'est les planches de surf à la rame, les grandes. Ah. Et en fait, le towing a commencé à Jaws. En fait, a commencé dans le North Shore, à Hawaï, parce que les vagues étaient trop grandes pour être prises à la rame. Et donc, ils ont commencé à surfer au début avec un Zodiac qui les tirait dans les vagues. Ah ouais, c'est un truc de malade. Le Zodiac, tu te prends, Ouais. il tient pas quoi. Si Ça, tu c'était te prends dans les années 90. Et après, ils ont commencé à utiliser des jet skis. Et c'est l'utilisation des jet skis qui a permis de surfer cette vague qui s'appelle Peha'i, en fait, Peha'i ou Jaws, qui était pendant très longtemps jusqu'à la découverte de Nazaré, la plus grosse vague au monde. Et c'est une vague parfaite, c'est un reef break incroyable. Et lui, il était là tout au début, justement, quand l'ère d'Hamilton, etc. Ouais, l'ère d'Hamilton, c'est celui qui a créé, c'est Voilà, ça. celui qui a créé. En fait, tu avais un groupe de gars qui s'appelait le Strapped Crew, de strap, donc des foot straps sur les planches. Et lui, il était là-bas tout au début, donc il a 20 ans d'expérience de towing. Donc c'est un pilote incroyable, un surfeur incroyable. Il a mon âge, donc il est plus très jeune, mais il a énormément de potentiel. Et en fait, sa carrière a eu un break il y a quelques années, parce qu'il a dû se faire opérer au dos. Ensuite, il y a eu le Covid. Et en fait, Nazaré, c'est un peu pour lui le moyen de relancer sa carrière. Donc il nous a rejoints. Et après, on a un petit jeune qui s'appelle Tomás Lacerda, qui a 22 ans, qui, je pense, a le potentiel de devenir le meilleur surfeur de grosses vagues dans les prochaines années. Ouais, au moins. Parce que c'est une bête athlétique. Il est sur circuit pro de stand-up paddle. Il a une mentalité de vainqueur. Et donc, c'est quoi une mentalité de vainqueur? Je vais donner un exemple. L'an passé, il a surfé juste un jour avec nous à Nazaré parce qu'il a, il a dû se faire opérer au ménisque. Et donc, il a dû passer toute la saison hors de l'eau. Donc, il venait, il faisait des spotters, etc. Aussi, l'an passé, son père est décédé d'un cancer fulgurant. En 1 ou 2 mois, son père est décédé. Et lui, il ne s'est pas laissé abattre. Il a continué à s'entraîner, à faire sa récupération. Il a repris le stand-up paddle de compétition cette année. Après, il est arrivé à la première compétition du circuit de stand-up paddle. Il a fait les trials pour se qualifier. Il a éliminé le champion du monde. Il a été jusqu'à la phase finale. Et avec ça, il a été invité à faire toute la saison dans le circuit mondial professionnel. Donc, pour moi, ça c'est vraiment une attitude de vainqueur, quelqu'un qui ne se laisse pas battre à 22 ans, ça montre une énorme maturité. Et je vais te donner un autre exemple. L'an passé, quand il était notre spotter, on a eu une session où il y avait des vagues pas énormes, mais très très belles. Et on s'était divisé en deux. Donc quand les vagues sont pas très grandes, souvent on surfe juste avec un jet ski ou avec 2 jet skis. C'est combien? C'est 5, 6, 7 mètres. 5, 6, 7 mètres. Et donc, ce qu'on a fait, on s'est séparés. Moi, j'ai été surfer avec Harold et Lawrence, il a été surfer avec un autre surfeur qui ne faisait pas partie de l'équipe. Et ce qu'on fait souvent quand il y a trop de monde, il y a 3-4 pics à Nazaré. Tu as le pic 1 qui est juste en face, le premier pic qui est juste en face de la falaise. Et c'est le pic le plus médiatique, c'est la plus belle vague, cette gauche très connue. Et tout le monde va là-bas parce que c'est où sont les photographes. Et donc, tu veux être photographe, tu veux être pris en photo. Et après, tu as le pic 2 et pic 3 et éventuellement le pic 4 qui sont des pics plus au nord, où les vagues ne sont pas aussi grandes, mais il y a des vagues incroyables aussi. Et souvent, il y a beaucoup moins de monde, voire personne. Et j'ai pris l'habitude avec Lawrence, qu'on n'aime pas le crowd, dès qu'il y a du monde, on va là-bas. Ce qui est complètement stupide, parce qu'en fait, il faut jouer le jeu, il faut apparaître. Et donc, on était tous sur le pic 2 ou 3, et tout à coup, on entend Tomás dans la radio. « Eh, bande d'idiots, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes complètement tarés, venez ici au pic 1, au premier pic, vous êtes complètement nuls, il faut que Team Red Herrings apparaisse. » Il commence à nous dire les noms de tous les autres, là, les champions qui étaient au pic 1. Il disait, ils sont en train de faire un festival et vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous faites? Il nous a engueulé, un gamin de 22 ans qui nous engueulait sur la radio. Et avec Lawrence, on a décidé de continuer à surfer sur le pic 2 et 3. Avec Harold, on s'est dit, bon, il vaut mieux qu'on y aille, ne serait-ce que pas avoir à l'entendre après se plaindre.
Et on a été là-bas, on a pris des vagues incroyables. Et après, en fin de journée, le lendemain, on était plein de photos, on avait plein de photos sur les comptes Instagram de Nazaré parce que les photographes étaient là et on a réussi à bien surfer, on a donné des belles images, etc. Et c'est très important. Malheureusement, à Nazaré, si on veut se développer, il faut apparaître, il faut jouer le jeu. Ouais, comme tous les sports, etc. Pour Voilà, les recherches de sponsors, etc. Exactement. Et là d'ailleurs, parce que là on est en octobre, il va y avoir on ne sait pas encore exactement les dates, ça dépend des vagues de la Ça dépend des compétition. conditions, ouais. Ça sera novembre, décembre, mais on ne sait pas trop quoi. Ou peut-être même janvier. Ça peut être octobre à mars. Ok. Et ça dépend complètement des conditions. L'an passé, il n'y a pas eu de compétition parce que les vagues n'ont jamais été suffisamment bonnes pour faire la compétition. Et ça peut être à tout moment. Donc ils donnent une alerte, je crois, 72 heures avant, puis après 24 heures avant. Et là, il faut tout de suite se déplacer. Ouais. Ok. Et dans cette discipline sportive, enfin dans cette activité sportive, est-ce qu'il y a il y a des choses qui t'ont aidé dans ta vie de tous les jours, ou entrepreneuriale, ou etc. Il y a déjà une phase, tu as monté une équipe, donc ça peut te servir dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi peut-être une phase un peu préparation pour analyser les vagues, etc., qui te sert peut-être. Enfin, est-ce que ça te permet d'avoir aussi une routine et de développer une routine qui te permet dans la vie de tous les jours ou... Alors, du côté entrepreneurial, c'est plutôt mon expérience d'entrepreneuriat qui m'a aidé à monter l'équipe. Ok. Donc c'est peanuts, c'est relativement facile. Difficile de trouver des sponsors, etc., qui croient dans un projet comme ça, mais on a aujourd'hui 3-4 sponsors. Mais tout le côté organisation, enfin tout ça, ça a été relativement facile. Là, il y a 2 plans sur lesquels ça m'a énormément aidé. Point de vue personnel et professionnel. Point de vue personnel, ça a été la connaissance de moi. En fait, ça m'a forcé à comprendre beaucoup mieux comment je fonctionne. Introspection, quoi. Introspection, donc mentale, apnée, donc la respiration, prendre conscience de ma respiration, comment je respire quand je suis stressé. Très souvent au travail, si je suis stressé, je me rends compte, là, je suis en train de respirer juste du haut des poumons, donc je me calme en respirant avec la partie basse, avec le diaphragme. Donc après, j'ai appris beaucoup de techniques de respiration, donc ça m'aide énormément. Et même du point de vue blessure, j'ai fait plein de blessures et je passe ma vie au physio. C'est super chiant, mais j'ai beaucoup appris aussi sur le fonctionnement de mon corps. Tes blessures, c'est comme t'apprends tes échecs, quoi. Ouais, avec toutes mes blessures, j'apprends, je comprends un peu mieux qu'est-ce que je dois faire, dois pas faire, même du point de vue de mon alimentation. Donc j'ai énormément appris, je me connais beaucoup mieux et je fais beaucoup moins de... Bon, c'est complètement stupide de surfer Nazaré à mon âge, mais je fais beaucoup moins de conneries que je faisais avant, où j'avais aucune idée de mon alimentation, de ma respiration, de mes limites physiques, etc. T'es un des plus vieux à surfer à Nazaré, sur les grosses vagues? Ouais. Je pense que je suis... Ouais. Il y en a un ou deux, mais qui font ça depuis qu'ils ont 15 ans. Donc, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Il y a un champion brésilien qui s'appelle Carlos Bull, qui a la cinquantaine. Après, tu as un pilote qui s'appelle Edmond Merzies qui surfe de temps en temps, mais sinon qui surfe régulièrement, ouais. Je suis probablement le plus vieux qui est là-bas régulièrement en train de surfer. Ce que tu disais tout à l'heure, toi tu connais les risques, etc. Mais il y a déjà eu des morts dans ce sport ou non? Ouais, il y a eu une mort l'an passé. Ouais, j'y ai assisté, ça s'est passé devant moi. Ah ouais. Et il y a eu deux, trois presque morts dans des situations vraiment très compliquées où des surfeurs sont tombés dans les pommes et inconscients. Le pire des cas, c'était un surfeur portugais qui s'appelle Alex Bouteille, à la fin d'une compétition, qui est tombé son jet ski a fait un vol de 5 mètres, il a atterri sur le jet ski, il est tombé dans les pommes, il s'est retrouvé, en fait, il a été inanimé pendant 10 minutes. Ils ont réussi à le sauver, probablement parce que c'est un athlète, un type énorme, incroyable. Avec un physique incroyable. Je pense que n'importe qui, surtout moi, j'aurais pas résisté à ce genre de situation. Ok. Je crois que ça fait déjà une petite heure qu'on est dessus, mais ouais, j'ai juste 2 petites questions. Soit tu peux répondre aux 2, soit l'une ou l'autre. Je choisis. Il y en a une, c'est est-ce que tu as des grands rêves, enfin un grand rêve que tu voudrais encore accomplir à venir, dans les années passées? Et la deuxième question, ça serait
on va dire, quand tu seras à la retraite, enfin, ou on va dire l'âge normal de la retraite autour des 65 ans, est-ce qu'il y a des regrets que tu voudrais ne pas avoir? Il y a des choses que tu voudrais pas avoir comme regrets quand tu regardes en arrière? Oui, je vais répondre aux deux. Un grand rêve. Moi, je pense qu'un grand rêve que j'aurais, bon, bien sûr, famille, etc., super Ouais. important. Donc, pour moi, le grand rêve, c'est bien sûr que Une vie une épanouie. vie de famille épanouie, que mes enfants s'en sortent, qu'ils arrivent je leur espère d'arriver à construire une vie comme la mienne. Mais bon, c'est un peu bateau, tout le monde va te répondre ça. Ouais, mais d'ailleurs, c'est une question que j'aurais voulu te poser aussi. Ce moment-là, du coup, je déroute encore, mais c'était l'équilibre vie de famille et pro-perso. Comment tu arrives à. Tu peux te répondre en 2 mots si tu veux, mais. Bah, c'est 3 angles de ma vie, professionnel, famille et Nazareth, sont toujours en opposition. Et donc c'est un équilibre qu'il faut gérer. Ce n'est pas facile du tout à gérer. Avec le travail, encore, j'arrive relativement bien parce que même quand je suis à Nazareth, je réponds à des emails. Parfois, je fais des conference calls sur le jet ski. Enfin, Ah ouais, c'est optimisé. Hein. j'arrive à gérer. Après, il faut gérer Joaquin parce que lui, bien sûr, c'est mon associé. Et s'il voit que je passe la journée dans l'eau, il sent peut-être que je ne fais pas ma part de travail. Mais ça, j'arrive à gérer relativement bien. Après, côté famille, il y a des règles d'or. Par exemple, la règle d'or, c'est j'ai peut-être passé toute une semaine à Nazareth, il y a des vagues tous les jours. Et je peux être aussi crevé, je peux être très très crevé, je vais quand même conduire, revenir ici, dîner ici avec la famille, dormir ici et repartir. Même si parce que du coup, on pourrait se dire, si tu es crevé, tu vas peut-être être du coup d'une humeur désagréable devant tes enfants ou ta femme. Ouais, mais ça, c'est pas permis. Donc, il faut que j'arrive avec le sourire. Je sais que pour ma femme me dit, tu peux faire ce que tu veux avec Nazareth, mais tu dînes ici. Et elle a raison, parce que sinon, je commence à disparaître pendant une semaine, pas mettre les pieds ici. Et pour l'instant, jusqu'à présent, ça marche bien. Je sais que parfois, quand il y a trop de vagues sur une période trop courte, ma femme commence à se plaindre un peu parce que j'arrive, je suis crevé, on ne va pas dîner avec des amis, etc. etc. Donc, notre vie sociale en prend un peu un coup. Ou, comme tu dis, peut-être que je suis de mauvaise humeur ou fatigué, etc. Donc, j'essaie de gérer ça au mieux. Jusqu'à présent, ça va. Comme dans tout, il y a toujours des tensions, il y a toujours des déséquilibres, mais j'arrive relativement bien à gérer ces 3 facettes de ma vie. Et après, c'est pendant 6 mois, voire 4 mois très intenses. Et le reste de l'année, je suis complètement disponible pour ma famille. Donc, l'été, enfin, c'est ma femme qui organise nos vacances. Moi, je n'ai aucune opinion. Je suis. Oui, d'ailleurs, il y a une métaphore intéressante que j'ai appris récemment, c'est on veut souvent chercher de l'équilibre pro-perso, enfin l'équilibre, alors qu'en fait l'équilibre pro-perso, je ne sais plus c'est qui dit ça, c'est pas possible. En fait, il faut plutôt voir ça comme un balancier, où un côté tu es sur une phase, sur un point, et l'autre tu es sur un point. Donc en fait, c'est plutôt un balancier dynamique, quoi. Enfin, c'est pas un équilibre à l'instant T, quoi. C'est exactement ça, c'est très dynamique et après il faut juste que ton balancier à un moment donné n'aille pas trop loin, parce que sinon tu te prends une baffe, hop, tu reviens et tu pars dans l'autre sens. Mais ça va, je suis assez content justement d'arriver à faire cette gestion qui est vraiment pas facile. Mais l'hiver, par exemple, je fais toujours mon possible pour passer du temps. D'ailleurs, pour revenir au point antérieur, je préfère qu'il y ait des vagues pendant la semaine que pendant le week-end. C'est plus facile de justifier auprès de Joaquin que de justifier auprès de ma famille. Je sais pas si Joaquin il verra la vidéo. Il la verra, mais il ne comprend pas français. Ah oui, mais par exemple, le week-end, mes enfants jouent, ma fille Maria joue au basket, Mathilde fait de la voile, mon fils joue au rugby, mais non plus. Mais donc il y a beaucoup d'activités, il faut que je participe, donc j'essaie au maximum de. Donc ça, c'est la règle d'or, c'est d'aller participer avec eux aux activités. Enfin, voilà, à moins qu'il y ait vraiment des très très bonnes vagues. À ce moment-là, je leur dis écoutez, le week-end prochain, je serai là. Donc là, je répondais à ça. Sinon, du coup, je t'ai fait dévier, mais donc ta question, les questions, c'était le grand rêve. Ah, le grand rêve. Et un regret que tu aimerais ne pas avoir. Donc, mis à part, bien sûr, toutes ces aspirations familiales, travail, etc., moi, je pense qu'un grand rêve que j'ai et qui justifie un peu tout cet investissement de temps, d'efforts et même d'argent que je fais dans Nazareth, mon grand rêve, c'est que notre équipe Red Herrings devienne une équipe très reconnue comme une équipe qui fait bien les choses. Et là, on pourrait en reparler beaucoup plus longtemps, mais je crois que je t'avais expliqué avant. Nazareth, c'est
toute une bande de mercenaires solo qui doivent après se mettre ensemble parce que c'est un sport d'équipe. On est sur un jet ski, donc il faut un pilote, un surfeur et alterner. Et nous, en fait, on essaie vraiment de structurer l'équipe Red Herrings comme une vraie équipe où l'équipe est plus importante que les membres de l'équipe. Et l'équipe, une des raisons pour lesquelles j'ai monté l'équipe, c'est pour développer le talent de surfeurs, justement, comme Lorenz ou comme Tomáš, etc. Donc, mon grand rêve, c'est que dans 5 ans, je dis, OK, c'est bon, j'ai déjà donné, maintenant je prends ma retraite du surf, je ne vais plus surfer, hop, je laisse l'équipe dans la main du reste de l'équipe et que ça marche, que ce soit autosuffisant, que ça soit autofinancé par des sponsors, mais aussi par leur travail de Water Patrol, etc. Et qui permettent aux autres surfeurs qui, eux, veulent faire carrière dans le surf, de faire une bonne carrière. Moi, je n'ai aucune ambition de faire une carrière dans le surf. J'ai plus l'âge pour ça et de toute manière, ce ne serait pas très intéressant comme carrière du point de vue financier. Mais eux, ils ont cette passion, ils veulent faire une carrière dans le surf et j'aimerais un peu, mon rêve, c'est que ce hobby, qui est devenu un hobby très sérieux, leur permette… En faire un tremplin, quoi. Ne devienne plus un hobby, mais vraiment une plateforme pour leur permettre de grandir dans ce sport. Ok. Après ta question sur les regrets. Ouais, des regrets que tu aimerais ne pas avoir. Non, oui, on ne veut jamais avoir de regrets. Quand tu look back, quoi, quand tu regardes en arrière. Je crois qu'il y a une expression anglaise, je crois, qui me fait toujours sourire, c'est… comment c'est no one ever said on their deathbed that they wish they'd worked more. C'est le regret que je ne veux pas avoir. C'est passer ta vie de travail, quoi. Voilà, c'est être en train de mourir et me dire, si seulement j'aurais aimé travailler moins. Ok, ouais. Bah top. Je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de dire en particulier ou sinon tu as déjà beaucoup parlé. Mais… Non, exactement. Je pense que tu as dit que ça allait être 50 minutes. On a dépassé les 50 minutes. Ah ouais, j'ai mal tenu le temps. Mais je me rends compte qu'il y a plein de choses. Que là, on a touché à plein de sujets. Je pense que j'aurais pu parler de pas mal d'autres choses. Ouais, moi aussi, il y a plein de choses qui m'auraient intéressé plus de creuser. Mais bon, le temps est court. Mais en tout cas, merci beaucoup. Super intéressant. Vraiment très, très, très intéressant comme expérience. Et ça me fait plaisir de pouvoir parler un peu justement de cette opposition entre le travail, la famille et les vagues à Nazaré, parce que c'est le drame de ma vie ces 5-6 dernières années. Je pense que c'est le drame de… Enfin, toi, tu gères bien ça, quoi. Tu gères bien, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des passions, pas forcément surfer les grosses vagues, mais qui n'arrivent pas à trouver le temps pour, avec leur travail, enfin, justement cet équilibre ou ce balancier à bien développer les trois. Ouais. Et toi, tu arrives à bien développer les trois, a priori. Oui, je pense que je suis relativement satisfait. Bon, bah, c'est top. Bon, en tout cas, next time, après la balade de e-foil sur Belém, il faudrait que je vienne en immersion quand tu veux. On va faire une Nazaré. On va faire une immersion, on va faire de la vraie immersion juste sous les vagues. Jet ski sous les vagues. Ok, bon, en tout cas, pour te remercier de ton temps, je te remets un petit cadeau, mon livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Allez, à bientôt. Ciao.